Pensez-vous pouvoir passer une journée sans votre téléphone portable? Nous sommes le 6 février et c'est la journée mondiale sans téléphone portable. Dans cette édition, on parlera aussi de l'infertilité au sein du couple. Les spécialistes veulent y apporter des réponses. Une rencontre de partage d'expériences est organisée. Au Brésil, le carnaval de Rio a ouvert ses portes. Cette année, le virus Zika, qui continue de se propager en Amérique latine, menace de gâcher la fête. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Votre téléphone mobile, pensez-vous pouvoir vous en passer, ne serait-ce qu'une journée? Nous sommes le 6 février et aujourd'hui c'est la journée mondiale sans téléphone portable. Créée en 2001, elle se déroule sur 3 jours. L'objectif de son initiateur, Phil Marceau, un écrivain français, est de donner l'opportunité de débattre de notre usage du téléphone. Herman Yamia. Carrefour de la vie à Cocody. Dans cet interminable mouvement de déplacement des véhicules et des piétons, un fait attire notre attention. La plupart des automobilistes et piétons sont accrochés à leur téléphone portable. Certains en communication, d'autres le tiennent le temps d'en avoir besoin. C'est important actuellement. Si tu n'as pas de téléphone, c'est comme si tu es coupé de la vie. Pour moi, quand j'oublie mon portable, là, je suis troublée. Est-ce qu'il y a quelque chose, on va me dire, on va m'appeler et puis on n'arrive pas à me joindre. Il est devenu indispensable. À l'heure où nous sommes là, où tout le monde fait les affaires un peu par-ci, par-là, je pense que le téléphone il est devenu indispensable. Donc on ne peut pas s'en passer une seule seconde. Toujours j'utilise mon téléphone parce que bon, c'est avec ça que je communique. Souvent on m'appelle pour les contrats. Voilà, donc je dois toujours utiliser mon téléphone chaque jour. Le constat est clair. Il est quasiment impossible aujourd'hui pour certaines personnes de passer une journée sans leur téléphone portable. Des étudiants aux salariés en passant par le citoyen lambda, tout le monde accorde un intérêt particulier à cet outil de communication, surtout avec l'avènement des téléphones intelligents, notamment les smartphones, qui offrent plus de fonctionnalités. Mon téléphone, c'est plus l'outil de travail. Voilà. Des recherches. Comme ça, j'utilise mon téléphone pour étudier. La majorité utilise le téléphone pour étudier. C'est-à-dire mes cours, lorsque je viens au campus, que je n'arrive pas à acheter mes cours en fichier, je prends ça, je télécharge ça rapidement et arrivé à la maison, je transfère ça sur mon ordinateur. Grâce à ça, j'arrive à étudier sans problème. Le téléphone portable prend de plus en plus de place dans la vie des populations. Ce jeune très accro au mobile confesse, tout a basculé dans sa vie quand il a perdu son téléphone. Ça m'est arrivé récemment, il y a mon téléphone qui a été volé là, mais c'est comme si j'avais perdu mes parents en fait. J'étais complètement déboussolé et à chaque fois je pensais au fait qu'il y a des gens qui vont me contacter. Bon, c'était vraiment affligeant en fait. La journée mondiale sans téléphone portable, initiée par l'écrivain français Phil Marceau depuis 2001, vise donc à ouvrir le débat autour des téléphones portables. Pour lui, cette journée est l'occasion de repenser la façon dont on les utilise et le temps qu'on leur consacre. En parlant de son utilisation, le téléphone portable, cet outil high-tech peut s'avérer en effet très utile. Il a été en tout cas en France lors de l'adoption d'une série de mesures concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire. À l'origine de cette victoire, un homme et son smartphone. Retour sur la stratégie de ce conseiller municipal. Dans l'hémicycle, son nom aura été mentionné 4 fois par des sénateurs. La proposition de loi est définitivement adoptée. Arash de Rambarche, à l'unanimité, est à l'origine de la pétition sur le gaspillage alimentaire des supermarchés. 1 an qu'il est omniprésent dans les médias et dans les salons politiques, qu'il joue les poils à gratter, énerve, se bat avec ses armes pour que les invendus des supermarchés soient donnés à des associations caritatives. Alors, quand la loi est votée, il craque. C'est des milliers de coups de téléphone, de tweets, de messages, de matraquages, de sacrifices, peu d'heures de sommeil. Pour comprendre la méthode de Rambarche, il faut plonger dans un univers où se mélangent les tweets, le lobbying, le politique, les accolades. Un univers 2.0. Au Havre cet été, il est invité pour parler du gâchis alimentaire face à plus de 1200 lycéens. Lorsque j'avais 20 ans, 18 ans, à ce moment-là, j'étais comme vous, mais j'avais un très mauvais niveau scolaire. Très très mauvais. J'ai redoublé 9 fois dans mes études. 9 fois. Vous voyez ? Comme un gamin, il joue le mauvais élève sur une partition qu'il connaît par cœur. Il s'attire la sympathie, fait tomber la cravate et surtout, il parle jeune. Vous avez une chance que moi j'avais pas, c'est que vous êtes né sous le portable. Vous êtes né sur Internet. Vous allez aller sur mon compte et vous allez retweeter exactement la pétition que je vous ai mise. On est à 650 000
L'objectif est de toucher à 1 million, parce que la loi, elle doit être imposée dans toute l'Union européenne. Son arme principale, c'est son téléphone. Avec les réseaux et beaucoup de culot, il s'attire les faveurs de ceux qu'il rencontre. Les lycéens ont retweeté à plus de 200 personnes la pétition. C'est fabuleux. Et c'est ça la vraie démocratie du XXIe siècle, c'est que tout le monde peut se réapproprier en fait un combat. Impliquer les citoyens pour se faire entendre politiquement. Car Arash Jean-Rambarch possède un solide carnet d'adresses qui l'emmène, en juillet dernier, jusqu'à Strasbourg, au Parlement européen. Alors ici, vous avez le plus grand nombre de lobbyistes au mètre carré dans toute l'Europe. On dirait le même Parlement que dans Star Wars. Vous voyez ou pas? Vous l'avez vu Star Wars? Oui, bien sûr. On dirait, je vous jure, la même taille et la même configuration. Angélique Delahaye est eurodéputée et très active sur Twitter. Comment ça va? Ça va, enfin, on est sur un débat un peu compliqué là. C'est par ce réseau qu'ils se sont rencontrés et qu'ils ont élaboré une technique pour faire passer, au dernier moment, un peu en cachette, un amendement sur le gâchis alimentaire dans une résolution qui va être votée haut la main. Ça veut dire que le combat n'est pas terminé. Et même si ça a été voté aujourd'hui, il faut aller encore convaincre Jean-Claude Juncker et les chefs d'État de l'Union européenne. Et c'est encourageant pour nous. Donc je suis vraiment très satisfait. Bruxelles va devoir se pencher sur les invendus des supermarchés. Mais pour qu'elle adopte un texte, Arash Jean-Rambarch aimerait que la France, et donc François Hollande, fassent pression et pèsent de tout leur poids. Une autre journée en ce jour, les mutilations génitales, la journée mondiale de lutte contre ce fléau est célébrée aujourd'hui. En Afrique, 27 pays ont du mal à se défaire de la pratique. En Côte d'Ivoire, l'on note une amélioration. Le taux qui était de 45% est passé à 38%. On écoute Issaïo et Abou Sanogo. Les mutilations génitales consistent à enlever de façon partielle ou majeure certaines parties des organes génitaux féminins. Cette pratique affecte la santé des femmes et des enfants. On compte aujourd'hui 100 à 140 millions de femmes qui sont mutilées dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le fléau connaît une recrudescence en Afrique. 27 pays africains sont encore épinglés pour leur pratique intense de l'activité. En Côte d'Ivoire, les choses semblent aller pour le mieux dans la lutte contre le fléau. Le taux de prévalence nationale est passé de 45% avant 2012 à 38% aujourd'hui. Une avancée significative saluée par la Fondation Yigi, la Grande Espérance. La question était au départ une question taboue dans les communautés, une question qui était refusée d'être abordée. Mais depuis bientôt 10 ans, la question a quitté la zone taboue pour devenir une question publique. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, tous on en discute, jeunes, hommes, enfants, tout le monde en parle aujourd'hui. Donc ça, c'est une avancée très importante dans la lutte. Et au-delà de dédramatiser la pratique, nous avons cette force-là qui associe les médias pour diffuser l'information. La Fondation Djigui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin dans sa lutte contre les mutilations génitales en Côte d'Ivoire. Elle envisage d'intensifier la sensibilisation et la dénonciation des personnes coupables de cette pratique pour gagner la bataille finale de la tolérance zéro d'ici à 2030 dans la lutte contre les mutilations génitales. On va parler à présent de l'infertilité, la difficulté de concevoir sur une certaine période, à ne pas confondre surtout avec la stérilité qui est l'impossibilité de concevoir. L'infertilité est un véritable drame social qui peut conduire jusqu'au divorce. Les spécialistes de l'AMP, l'assistance à la procréation, nous en disent un peu plus sur le sujet. Ami Sissoko. Avoir un enfant. Pour des couples de plus en plus nombreux, ce cadeau de l'humanité est bien difficile à obtenir. Selon l'OMS, 80 millions, c'est le nombre de couples concernés par l'infertilité à travers le monde. 500 000, le nombre de couples qui consultent chaque année afin d'être aidés, soit environ un couple sur 7 pour mettre un terme à leur infertilité que plusieurs facteurs peuvent expliquer. Il y a les avortements, il y a les produits éclaircissant la peau, hein, il y a ce que nous mangeons qui contiennent beaucoup de pesticides actuellement. Hein. Il y a les toxiques, le tabac, il y a le cannabis, l'utilisation excessive des boissons alcoolisées, les médicaments traditionnels qui agissent sur la réserve ovarienne de la femme et de l'homme. Il y a les nouveaux instruments de communication, notamment les téléphones portables qui émettent des ondes magnétiques, la télévision, le Wi-Fi, il y a le stress. Après 35 ans, on sait très bien
que la fertilité décline. On voit qu'un couple n'arrive pas à avoir un enfant seul au bout de 2 ans, c'est la définition de l'infertilité. Pour les couples en quête d'enfants, rien n'est perdu. La médecine reste un recours pour procréer. Ici intervient l'assistance médicale à la procréation, l'AMP. Avoir recours à la fécondation in vitro peut parfois être délicat, c'est long. Ça peut engager finalement un investissement, pas seulement financier mais personnel, parce que ce sont des traitements lourds. Il faut absolument consulter un spécialiste référent. L'assistance médicale à la procréation, l'AMP, permet de trouver des solutions adaptées à chaque couple, à chaque situation et de répondre aux désirs du projet parental. Les spécialistes de l'AMP de Côte d'Ivoire et de plusieurs autres pays se sont intéressés aux techniques nouvelles dans leur domaine. C'est important que les collègues en soient au même niveau d'information pour qu'ils sachent qu'à un certain moment, il faut savoir passer la main. Il faut savoir explorer correctement le couple infertile. Bien souvent, nous recevons des femmes qui disent qu'elles ont fait tous les examens et on n'a rien trouvé. Et quand nous on lance le vrai bilan de base, on trouve qu'il y a des anomalies ici et là. Il nous faut ce genre d'enseignement. Là, par exemple, le docteur Schiffer nous a dit qu'on n'avait pas seulement à faire le spermogramme et qu'il y avait d'autres techniques. Et moi, je ne le savais pas. Au cours de cette journée d'enseignement post-universitaire, marquée par des partages d'expériences, l'existence de solutions pour les couples en difficulté a été réaffirmée avec force par les spécialistes de la procréation. L'infertilité chez la femme, aussi bien que chez l'homme, peut être combattue avec succès pour le bonheur des familles. En bref, au Togo, l'ancien ministre Pascal Bodiona est libre depuis ce matin. Ancien directeur de cabinet du président Faure Gnassingbé et ancien ministre de l'administration territoriale, il était incarcéré pour une affaire d'escroquerie internationale. Séisme à Taïwan, au moins 16 morts et plus de 300 blessés. Ce sont les victimes de l'effondrement d'un immeuble de 16 étages. Parmi les morts figure un bébé de 10 mois. Et revoici le carnaval de Rio au Brésil. Cette année, le virus Zika continue de se propager et ce virus est soupçonné de provoquer des malformations congénitales. Ce virus laisse planer un doute sur cette fête. Dans la joie, la fraternité et la paix, je déclare ouvert le plus grand carnaval du monde. Votre carnaval dans cette ville merveilleuse. Après l'annonce du symbole du carnaval, joie, chants et danse sur les pas de la samba pour dire que le carnaval de Rio commence déjà bien. À ce carnaval 2016, l'ambiance risque d'être morose. Et pour cause, un invité surprise appelé le virus Zika. Depuis sa détection, ses risques de contagion ne cessent de grimper. Après la piqûre de moustique, et par rapport sexuel, un institut de recherche scientifique annonce avoir détecté le virus Zika dans l'urine et la salive. J'ai été très surprise de trouver le virus dans l'urine parce que l'urine est en général acide, un pH qui normalement inactive les flavivirus. Chaque découverte est une surprise et un grand apprentissage pour nous. Même si l'Institut précise qu'il était trop tôt pour savoir s'il s'agit là d'un nouveau mode de contagion, vigilance tout de même pour la population et pour les 5 millions de touristes nationaux et internationaux attendus. On prend beaucoup de précautions, mais les gens qui vivent au Brésil savent que la dengue fait beaucoup plus de mal que le Zika. Donc on prend des précautions, on fait le nécessaire, mais on fait tout ça très calmement. En Colombie, le virus Zika a fait cas de 3 morts. Malgré cette menace, la plupart des Brésiliens veulent s'amuser, histoire de laisser derrière eux la crise économique et le chômage qui frappe ce pays, 7e économie mondiale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.